Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour le jeu Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui, Aujourd'hui, la tanière de Dagon, le 5e et avant-dernier pack du cycle La conspiration d'Innsmouth, et dans cette vidéo, les cartes de la classe mystique. Alors comme pour le pack précédent, j'ai effectivement décidé de découper en 6 vidéos pour ce pack, consacrées chacune à une seule classe. Voilà. Allez, on commence. La première carte... Ah oui, j'ai oublié de le dire dans la vidéo précédente, pour le moment il n'y a pas les images pour ce pack, et comme c'est quand même plus pratique d'utiliser ArkhamDB, il n'y a pas d'image. Donc j'essaie de ne rien oublier en décrivant la carte, et j'espère que j'oublierai rien. Alors, Ikiak, c'est un soutien de niveau 3 qui coûte 3, trait, allié sorcier, s'occupe un emplacement d'allié, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, vous gagnez plus 1 en volonté, plus 1 en intelligence, vous perdez 1 de volonté et 1 d'intelligence pour chaque faiblesse située sous Ikiak. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu pioche une faiblesse de base, inclinez Ikiak, annulez les effets de cette faiblesse et placez-la face cachée sous Ikiak. Son propriétaire doit la piocher si Ikiak quitte le jeu. Alors, vous avez dans un premier temps un boost en volonté, toujours bon pour un mystique, et en intelligence. Alors les mystiques peuvent faire à peu près tout avec leur volonté. Et s'ils ont une bonne intelligence, ils peuvent faire une bonne partie de leurs enquêtes avec leur intelligence et garder donc leurs emplacements de sorts pour le reste, combat ou évasion notamment. Donc très intéressant notamment en solo. En multi, si vous spécialisez en combat ou en évasion, le bonus en intelligence sera moins intéressant. Si on regarde quelques mystiques, Jim Culver il passe à 5-4. Père Matteo il passe à 5-4 également. Diana Stanley, elle passe à 2 à 7 en volonté et 4 en intelligence. Marie Lambeau elle passe à 5-5. Luke Robinson il passe à 5-4 et Gloria Goldberg elle passe à 6-5. Donc il y en a quand même un bon paquet qui ont un intérêt au boost. Par contre, perdre 1 et 1 pour chaque faiblesse sous Ikiak, parce que quand un investigateur, forcément dans le lieu, pioche une faiblesse de base, alors c'est bien une faiblesse de base, par exemple c'est pas la faiblesse personnelle, mais si un investigateur dans votre lieu pioche une faiblesse de base, vous pouvez la mettre sous Ikiak. Voilà, vous annulez ces effets et vous la placez sous Ikiak. Donc déjà, vous gagnez au fait que c'est pas résolu. Par exemple, l'investigateur ne perd pas toutes ses ressources ou toutes ses cartes, ou n'a pas une horreur directe à la fin de chaque round, par exemple. Mais par contre, ça baisse vos statistiques. Alors si vous n'en mettez qu'une, si vous mettez qu'une faiblesse sous Ikiak, vous perdez le bonus que vous aviez et c'est pas gênant. Si vous en mettez 2, maintenant vous avez un malus net. Si vous en mettez 3, vous avez quand même un gros malus. Alors, en mettre plusieurs, ça fait notamment un gros malus à l'intelligence, et là vous pouvez plus compter sur votre intelligence. Et dans ce cas-là, comment formuler ça, voilà. Si vous mettez plusieurs cartes sous Ikiak, votre intelligence n'est plus assez bonne pour enquêter comme ça. Donc soit vous enquêtez avec votre volonté, soit tout simplement vous partez du principe quand vous faites votre deck que vous n'enquêterez pas du tout. Vous mettez cette carte-là dans un deck spécialisé en combat. Ce qui veut dire que c'est une carte qui sera plutôt pour le multi, mais ça tombe bien parce que avoir à annuler plusieurs traîtrises, plusieurs faiblesses de base, c'est quelque chose qui est plus utile en multijoueur. En solo, quand vous commencez la campagne, vous n'avez qu'une faiblesse de base. Alors certaines campagnes vous en fournissent d'autres, il y a des campagnes qui en fournissent d'autres, j'ai plus tous les exemples en tête, mais par exemple, il me semble que c'est le cas dans la campagne de base. Voilà, donc une carte plutôt de multi. Et un point important, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser ça, d'utiliser son effet. Donc potentiellement, vous faites vos decks de niveau 0, Une fois que vous avez fait les decks, vous piochez les faiblesses de base, là vous vous rendez compte qu'il y en a une ou plusieurs qui risquent d'être problématiques.
Quand vous en avez l'occasion, vous incluez Ikiak dans le deck du mystique. Et si une faiblesse de base est piochée à un moment très gênant, on la met sous Ikiak, et si elle est piochée à un moment où ça pose pas de problème, on la résout, et donc il n'y a pas à perdre le bonus. Typiquement, si vous piochez j'oublie toujours laquelle c'est, celle qui vous fait défausser toutes vos ressources quand vous n'avez qu'une ressource, vous n'allez pas l'annuler pour une seule ressource. Donc voilà, alors en soi la carte est intéressante, sauf que dans la pratique, moi je trouve que dans mes decks mystiques, je mets toujours l'initié aux arcanes pour avoir rapidement mes sorts. Si je joue Père Mathéo, généralement je vais jouer Olive McBride. Si je joue des événements d'annulation, je vais vouloir jouer Diana Espérance. Si je joue beaucoup de sorts qui ont des charges, je vais vouloir jouer Twyla... Je sais plus comment elle s'appelle, Twyla Price, un nom comme ça. Et il me semble que j'en oublie une. Donc tout ça pour dire que Ikiak aura du mal à trouver sa place. Alors, le deck dans lequel je pense ça va le mieux, c'est dans un deck Diana Stanley multijoueur, parce que c'est un effet d'annulation, et Diana Stanley, vous pouvez à 3 ou 4 investigateurs la jouer comme investigateur de contrôle, de contre du deck de rencontre. Et même si elle se retrouve avec un -2 en volonté, une fois qu'elle a annulé beaucoup d'effets, elle a normalement 6. Tant qu'à faire, vous la boostez, mettons, avec un Saint-Rosaire. Donc elle a 7, et si Ikiak lui met un -2, alors -2, ça veut dire qu'il a... pardon, mon ordinateur est en train de se mettre en veille. Si elle a un -2 global avec Ikiak, c'est qu'elle a annulé 3 faiblesses de base. Donc si elle a -2, elle est toujours à 5 en volonté, 6 grâce à son effet de carte face cachée, 7 grâce à Saint-Rosaire. Voilà, donc elle est toujours à 5, et si elle a annulé 3 faiblesses de base, c'est qu'elle a quand même bien amélioré le déroulement de la partie. Deuxième carte du pack, la flûte des dieux extérieurs. Un soutien de niveau 4 qui a un coût de X, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, instrument, relique, maudit, exceptionnel, donc il coûte en fait 8 XP, scellé jusqu'à X pion maudit, action, incliner la flûte des dieux extérieurs et libérer un pion maudit scellé dessus, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu, soit vous déplacez l'ennemi choisi vers un lieu connexe, soit vous infligez ses dégâts à n'importe quel ennemi dans son lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Encore une carte qui joue avec les pions. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on a des pions maudits dans le sac du chaos ? Par exemple, promesse de pouvoir. Voilà, quand vous attribuez la compétence pour avoir un +4, vous mettez un pion maudit dans la réserve du chaos. Il peut y avoir vague du destin. Vous avez remplacé les pions maudits par des pions bénis, puis ensuite tous les pions bénis par des pions maudits. Si quand vous jouez la carte, vous aviez des pions maudits et des pions bénis, au final le nombre de pions maudits augmente. Donc voilà, il y a ça qui met des pions maudits, et puis évidemment les autres effets dans les autres classes, par exemple, notamment chercheur et truand. Alors pour que la carte scelle beaucoup de pions, il faudra payer autant. Pour payer ce prix-là, alors que déjà les decks mystiques coûtent généralement cher, vous pouvez compter sur des cartes truands pour les ressources, encore une fois notamment le pack faustien, ou vous pouvez compter sur David Renfield pour vous fournir plein de ressources. Une fois que vous avez payé la carte et scellé les pions maudits, libérer un pion maudit, donc le remettre dans le sac du chaos, ça vous permet de déplacer un ennemi non élite qui est dans votre lieu vers un lieu connexe, donc vous éloignez un ennemi de vous. Ou éventuellement vous infligez les dégâts d'un ennemi à n'importe quel ennemi dans son lieu. Alors, éloigner les ennemis, a priori, c'est pour leur échapper. Si un ennemi est dans votre lieu, la plupart du temps, il est engagé avec vous. Ou il est engagé avec un autre investigateur, ou on lui a échappé. Mais globalement, moi je comparerais ça à un effet d'évasion. Alors, si on regarde les effets d'évasion des mystiques, il y en a quand même quelques-uns. Le grand classique, c'est les brumes de relier, qu'il y avait dans la boîte la civilisation oubliée. Ça coûte 2, ça a 4 charges, action, dépenser une charge, échapper A.
Cette tentative d'évasion utilise la volonté au lieu de l'agilité. En cas de réussite, après avoir échappé à l'ennemi choisi, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Si un symbole spécial est révélé lors de cette tentative d'évasion, choisissez défausser une carte de votre main. Donc la brume permet d'échapper et de se déplacer également d'un lieu. Là, la flûte, elle permet d'envoyer les ennemis un lieu plus loin. On avait aussi le voile d'ombre. Il cible et il permet de s'échapper à la volonté. Et si l'ennemi est non élite, on peut le déplacer vers un lieu connexe au lieu de se déplacer soi-même. Et si on a révélé un pion maudit, on peut se déplacer soi-même. Là, pas d'évasion, donc l'ennemi n'est pas incliné, mais on le repousse. Au passage, j'avais oublié ça. Si on met l'ennemi dans un lieu connexe, ça peut servir par exemple à lui lancer une dynamite dessus. Voilà, l'ennemi n'est plus dans le lieu de l'investigateur ou des investigateurs, mais dans un lieu connexe. On peut lancer l'explosion dynamite sans blesser l'investigateur. Le deuxième effet, vous choisissez un ennemi dans votre lieu pour qu'il inflige ses dégâts à un autre ennemi. Alors déjà, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 2 ennemis dans votre lieu, ce qui est extrêmement rare en solo, sauf si vous jouez, comment s'appelle déjà la campagne, les dévoreurs de rêves avec ces... J'ai même oublié le mot-clé, les hordes d'ennemis, là, les nuées. Soit que vous avez beaucoup d'investigateurs à la table. Mais c'est la plupart du temps, les ennemis infligent moins de dégâts qu'ils n'ont de points de vie. Si dans votre lieu vous avez, que je trouve un bon exemple, si vous avez un magicien de l'ordre et un acolyte, oui, le magicien de l'ordre peut tuer l'acolyte, mais si vous avez 2 exemplaires du magicien de l'ordre, le premier inflige son dégât au deuxième et le deuxième n'est pas vaincu. Alors que la carte, elle vous a coûté très cher, donc ça semble pas être d'une grande efficacité. C'est une carte qui me laisse assez froid. Ah oui, je sais plus si j'ai précisé, parce que je regardais les commentaires, elle est exceptionnelle, donc niveau 4, mais elle coûte 8 XP, c'est excessivement cher, en expérience. Et voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire sur cette carte, j'ai pas d'exemple de deck à montrer parce que de mémoire j'ai jamais été tenté de la mettre dans un deck. Ça coûte beaucoup trop d'expérience, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop circonstanciel, je vois pas ce qu'on peut en faire. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.